Dans le cadre du module Signes, Sujet et Sens, nous allons entamer la deuxième partie du cours intitulée Conception sémiotique. Après avoir vu donc l'histoire du signe, maintenant on va aborder certaines conceptions donc par rapport à la compréhension du signe. On va voir les trois auteurs, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes et Charles Sanders Peirce. Alors, en guise d'introduction, le signe n'a cessé de susciter l'intérêt des théoriciens, soit-il linguistes ou philosophes, au cours du temps. On abordera le signe, donc tel traité par ces trois auteurs-là. Et ces derniers ont tenté de nous donner un cadre de référence qui nous permet de comprendre le sens du signe. Alors, commençons par Ferdinand de Saussure. Alors, Ferdinand de Saussure, il s'est inspiré de ce qu'a analysé Darwin. Alors, Darwin, il a dépeint le comportement scientifique, qui selon lui, c'est une combinaison dosée du scepticisme et de l'imagination confiante. Donc, chaque thèse, elle est considérée comme une hypothèse, et chaque hypothèse, elle est considérée comme une thèse qui peut être vérifiée et développée. De cela, Ferdinand de Saussure s'est inspiré et c'est ce qu'il a intégré. Et il a tenté d'intégrer ce comportement-là, qui est le comportement scientifique en linguistique. Donc commençons par une définition des concepts. Commençons d'abord par la sémiologie. Alors là, le point de départ des réflexions de Saussure était la conscience aiguë de l'individualité absolue et unique de chaque acte expressif qu'il a nommé parole. C'est une étude des signes au sein de la vie sociale. Parmi les autres systèmes sémiologiques, il a énuméré les rites et les coutumes, comme par exemple le code de la politesse. C'est un système sémiologique. Roland Barthes, lui aussi, il a avancé que ce système sémiologique, il se mêle au langage, et donc la sémiologie est la science des grandes unités signifiantes du discours. Pour ce qui est de la sémiotique, alors la sémiotique, elle n'a pas réprimé la vision saussurienne, au contraire, elle a repris l'objet de Ferdinand de Saussure, et la seule différence réside que dans la sémiotique, il y a un refus de privilégier le langage et la société comme elle veut être une théorie générale des modes de signifier. Elle a été utilisée par Charles Sanders Peirce et elle a envisagé, c'est une doctrine des signes. Alors, passons maintenant aux signes. Le signe, il a été lié à l'indice, et comme par exemple, si on prend l'exemple de la couleur sombre du ciel, elle nous signe, donc c'est le signe ou l'indice d'un orage imminent. Par exemple, l'élévation de la température du corps, elle peut être l'indice ou le signe d'une maladie. Le signe a été également lié au signal, donc le signal est volontaire, il est conventionnel explicite, et lorsqu'il est combiné à d'autres signes de même nature, il forme un système de signes ou codes. Donc dans un même code, les signes peuvent être de différentes formes, graphiques, sonores, visuelles. On a aussi le signe symbole, qui est le signe figuratif d'une chose qui ne tombe pas sous le sens. Par exemple, le signe figuratif représentant une balance est le signe symbole de l'idée abstraite de justice. Cependant, Ferdinand de Saussure, il a quand même procédé à une distinction entre le symbole et le signe. Pour lui, le symbole, au contraire du signe, il a pour caractère de n'être jamais tout à fait arbitraire. Par exemple, le symbole de la justice ne pourrait pas être remplacé par un char. Avec Ferdinand de Saussure, le signe linguistique est instauré comme une unité de langue. Donc vous voyez que Ferdinand de Saussure, pour lui, il représente le signe comme étant un signe linguistique, c'est-à-dire qu'il a étudié
le signe linguistique, et donc il est instauré comme une unité de langue, qui a une entité psychique à deux faces. Donc on a le signifié qui est équivalent au concept, et le signifiant qui est équivalent à l'image acoustique, et ce sont des réalités qui ont leur siège dans le cerveau. Donc Ferdinand de Saussure quand même précise que l'image acoustique n'est pas le son matériel, mais elle est l'empreinte psychique du son, c'est-à-dire qu'elle est la représentation naturelle du mot. Ferdinand de Saussure, il a également dans sa conception parlé des caractéristiques du signe linguistique. Pour lui, le signe linguistique, il est arbitraire, il a un caractère, donc il a parlé du caractère signifiant, du caractère linéaire du signifiant. Il a parlé de la mutabilité et ainsi que de l'immutabilité du signe. Alors pour lui, si les signes linguistiques n'étaient pas arbitraires, il ne pourrait pas codifier en une succession linéaire de situations qui se présentent de façon unitaire à la mémoire, à la perception et à la connaissance des sujets parlés. Il a également parlé des rapports du système linguistique, à savoir les rapports syntagmatiques qui prennent leur axe, ou c'est l'axe de la chaîne parlée ou écrite, et les rapports paradigmatiques, c'est l'axe des relations. Alors prenons l'exemple suivant, donc la guerre, la phrase suivante, la guerre, je vous dis la guerre. Nous nous trouvons à chaque fois devant quelque chose de différent. Donc selon Ferdinand de Saussure, s'il est vrai que guerre varie d'un cas à un autre, il est également vrai que nous disons que guerre varie parce qu'il a dans d'autres contextes des nuances de sens différentes. Donc il y en a ceux qui vont lier le concept de guerre à des défilés glorieux, d'autres à la mort d'un proche, d'autres à la destruction. Donc ça dépend du contexte. Donc ici on note le caractère individuel, unique, et aussi de l'acte expressif particulier. Donc passons maintenant à Roland Barthes. Alors Roland Barthes souligne l'actualité de ses recherches à une époque de développement et de l'évolution des communications de masse. Pour lui, il a étudié donc le signe mythologique. Donc pour lui, c'est une parole, c'est un système de communication. C'est un message lié à une certaine société dans un moment précis de son histoire. Il est basé sur la signification et l'importance du sens accordé par les systèmes de signes. Donc il peut s'agir de paroles, images, objets, publicités, etc. Il a été inspiré également par l'écriture, notamment l'écriture japonaise, par l'analyse du discours également, et il a ajouté donc aux deux entités psychiques du signe linguistique comme traité ou l'a-t-elle traité par Ferdinand de Saussure, il a ajouté le concept de la signification. Donc on voit ici une image qui illustre donc une thématique précise, des images, donc de l'écriture. Donc tout cela a un sens et une signification chez Roland Barthes. Donc passons maintenant à Charles Sanders Peirce. Alors Charles Sanders Peirce, donc c'est lui qui a donné de l'apogée à la sémiotique. Donc la première grande distinction entre de Saussure et Peirce, c'est que le premier limite son propos aux signes linguistiques, alors que le second envisage tous les types de signes. Donc dans la conception peircienne, on trouve ce qu'il a appelé les catégories peirciennes. Alors c'est la primarité ou la priméité, c'est la catégorie des sensations pures. La secondité, c'est la catégorie de l'existence et de la résistance. Et la tiercéité, c'est la représentation.
Donc, pour Peirce, ces trois catégories correspondent également aux trois modes d'être fondamentaux. Alors, il a parlé aussi du processus sémiotique. Et dans certains articles, on va trouver donc l'appellation du processus sémiosique. C'est un rapport triadique entre un signe ou représente un mène premier, un objet second et un interprétant troisième. Alors le représentamène est l'image sonore ou visuelle du signe, c'est le signifiant de l'écho saussurienne. L'objet, c'est l'occasion de l'apparition de signes, et l'interprétant, c'est l'image mentale associée, c'est le signifié selon l'école saussurienne. Donc d'après ce schéma, on voit que le signe ou représentamène nous réfère vers un interprétant qui peut être immédiat, dynamique ou final, avec l'objet qui peut être lui-même immédiat ou dynamique. Donc pour l'objet immédiat, il constitue l'objet, c'est l'objet comme le signe lui-même le représente, il est dans le signe. Et l'objet dynamique, c'est la réalité qui par un moyen ou un autre parvient à déterminer le signe à sa représentation, où on peut le déterminer comme étant la cause du signe ou l'origine, la raison d'être du signe, et il est hors du signe. Pour l'interprétant immédiat, c'est le sens probable susceptible de venir spontanément à l'esprit de n'importe quel récepteur qui connaît le code. Pour l'interprétant dynamique, c'est le sens particulier formé dans l'esprit d'un récepteur particulier à chaque instant de réception. Et l'interprétant final, c'est le sens sur lequel tous les récepteurs peuvent s'accorder. C'est le sens final, c'est le sens autorisé, c'est le sens correct. Donc il est important également de parler de l'articulation trichotomique. Donc chacun des trois termes du processus sémiotique se subdivise à son tour selon les trois catégories comme le montre le tableau. Donc la première trichotomie est le mode d'être du signe. La deuxième, c'est le mode de renvoi du signe à son objet. La troisième, c'est le mode d'effet du signe. Donc je vous invite à faire la lecture de l'article sur la classification du signe. Vous allez trouver des exemples très constructifs dans ce sens. Alors ici, on a pris comme exemple la douleur comme signe. Donc pour nous, l'objet du signe douleur, c'est l'origine de l'apparition de cette douleur. Pour le représentamène, où le signe peut être d'ordre émotionnel, matériel ou signifiant, et l'interprétant, c'est un interprétant donc qui peut être d'ordre de la compréhensivité et la pensée. Donc en guise de conclusion, la sémiologie saussurienne, à la différence de la sémiotique de Peirce, se limite à l'étude des institutions sémiologiques. Elle porte sur l'histoire ainsi que sur le fonctionnement de systèmes sémiologiques, alors que la sémiotique a pour objet le processus par lequel n'importe quelle chose se présente à l'intelligence scientifique comme signe et ou représentamène. Donc tout cela, tous ces concepts et tous ces cadres de référence laissent apparaître la complexité, la diversité des pensées, bien sûr qui ne font qu'enrichir la connaissance sur un sujet qui paraît orné de subjectivité. Voici quelques références et je vous remercie pour votre attention.